Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2022 l'invité, votre rendez-vous politique exceptionnel au Salon international de l'agriculture. Nous sommes en direct vidéo sur la chaîne, sur la page Facebook d'Emerger, la chaîne YouTube d'Emerger et celle de Power Boost également. Et notre invité aujourd'hui, c'est vous, Julien Audoul. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Rassemblement national. Avec vous, on va évoquer évidemment la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui dure désormais depuis 8 jours. Plus de 350 civils ukrainiens ont été tués et 2040 blessés depuis le début de l'offensive. Lors de son discours hier soir, Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien aux Ukrainiens tout en avouant ne pas être en guerre contre la Russie. Côté campagne présidentielle, Marine Le Pen, votre candidate Julien Audoul, a enfin réussi avant-hier à obtenir les 500 parrainages pour être officiellement candidate. De quoi reprendre sa campagne jusque-là suspendue. La candidate du RN était présente au salon hier justement. L'occasion de revenir avec vous, Julien Audoul, sur le programme du RN pour l'agriculture. Voilà tous les sujets que nous allons aborder. C'est parti pour 2022 l'invité avec Julien Audoul. Réagissez à l'émission avec le hashtag 2022 l'invité sur tous les réseaux sociaux d'Emerger. On est sur Facebook, Instagram et Twitter notamment. Julien Audoul, vous oscillez entre polémique et ascension politique. Vous êtes notre invité ce matin et Mathilde Couvillère-Flornoy dresse votre portrait. Bonjour Mathilde. Bonjour. Julien Audoul, bonjour. Vous êtes un homme politique qui multiplie les casquettes. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national. Vous êtes également conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et conseiller municipal de Sens. Si on remonte à vos origines politiques, elles sont étonnantes. En 2006, vous êtes entré au Parti socialiste, mais à peine arrivé, aussitôt reparti. Ça ne correspondait pas. Petit virage à droite. 3 ans plus tard, vous avez adhéré au Parti des centristes. Et là, virage en épingle ou carrément tête à queue. En 2014, vous êtes entré au Rassemblement national aux côtés de Marine Le Pen. En politique, vous détonnez, politisch und schrill, ça veut dire politique et strident en allemand. Ce sont 2 mots qui vous caractérisent finalement bien, je pense que vous savez d'où ça vient. En 2006, vous avez 21 ans et vous faites du mannequinat et vous faites surtout la couverture du magazine Gay Têtu ainsi que celle de Gab, une revue gay également, mais cette fois-ci allemande avec ce gros titre, politisch und schrill. Le magazine vous avez déjà bien cerné, sur ces revues vous apparaissez dénudé. Cette couverture fait polémique, tout comme l'affaire révélée en 2019 des emplois fictifs européens au Rassemblement national où vous serez mis en examen pour recel de détournement de fonds publics. Le côté strident, il est bien là, mais en politique, vous êtes finalement assez peu connu du grand public, et même avec cette affaire. Mais pas de panique, l'ascension est folle, notamment grâce à vos propos polémiques en plateau de télévision ou ailleurs. L'année dernière sur LCI, vous vous êtes moqué de Florence Portelli en la qualifiant de blonde, avec toute sa connotation péjorative. Ce passage avait fait un bad buzz sur les réseaux sociaux, tout comme une vidéo datant d'octobre 2019 où vous avez réclamé la sortie d'une mère de famille qui assistait à un de vos conseils régionaux sous prétexte qu'elle portait le voile. Julien Audoul, politique et strident, effectivement, certaines de vos déclarations publiques font grincer des dents. En novembre 2021, vous avez déclaré à propos des migrants biélorusses qui arrivaient aux frontières de la Pologne qu'il ne fallait pas les accueillir car ils étaient potentiellement dangereux, quitte à les laisser mourir de froid. Fin de citation. Nous aurons d'ailleurs votre avis sur la question sur l'Ukraine, qui est d'actualité. Donc vous ne faites finalement pas beaucoup d'amis entre les politiques, les étrangers et les femmes, mais vous survivez. Espérons que cela fonctionnera plus avec les agriculteurs ici présents au salon, à moins que vous leur demandiez si leur corde est française. Julien Audoul, votre avis sur ce portrait? C'est un portrait au vitriol que vous avez fait. Bon, je vais revenir sur certains points parce qu'il y a pas mal d'inexactitudes. D'une part, puisque vous avez repris la fausse biographie de Wikipédia, naturellement, parce que c'est ce qu'on fait quand on cherche à se renseigner sur une personnalité, sauf que Wikipédia est truffé d'erreurs, parce que ce sont souvent nos détracteurs qui nourrissent Wikipédia. Alors, par exemple, je n'ai jamais été adhérent et militant du Parti socialiste. Voilà, j'ai voté à la... mais ce papier est faux, en fait. J'ai voté à la primaire socialiste en 2006, qui était une primaire fermée à l'époque, mais je n'ai jamais été socialiste, je n'ai jamais milité pour le Parti socialiste. Ma seule appartenance politique avant le Front National, c'était effectivement à l'UDI, donc le parti centriste, où j'ai travaillé pour des élus comme André Santini, député maire d'Issy-les-Moulineaux. Voilà. Et puis ensuite, sur les polémiques qui ont jalonné, si je puis dire, ces dernières années, bon, il y en a certaines qui ont été instrumentalisées, il y en a certaines qui ont été exagérées. Je revendique effectivement un franc-parler.
parce que je considère que la politique souffre énormément de la langue de bois, souffre énormément d'un certain conformisme qui éloigne finalement les Français de la politique, de la chose publique. Après, j'ai une ligne de conduite, j'ai, comment dirais-je, une boussole qui m'a toujours guidé, qui est l'amour de mon pays, qui est la défense de mon peuple, et c'est pour ça que je soutiens et que je fais la campagne de Marine Le Pen. Merci beaucoup, Mathilde. Merci. En ce jeudi 3 mars, nous sommes au 7e jour déjà, au 8e jour de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a dénoncé hier les mensonges de Vladimir Poutine dans une allocution télévisée. La Russie n'est pas l'agressée, elle est l'agresseur, a-t-il rappelé. Le président de la République a évidemment réitéré son soutien à l'Ukraine avant d'annoncer que les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Bonjour Manon Blangis. Bonjour Raphaël, bonjour Julien Audoul. Bonjour. Est-ce que la diplomatie sert encore à quelque chose dans le contexte d'aujourd'hui ? La diplomatie est indispensable, c'est-à-dire que la diplomatie, c'est ce qui peut nous éviter un embrasement de ce conflit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle peut encore résoudre le Mais conflit ? bien sûr. Et moi, je rejoins Emmanuel Macron, une fois n'est pas coutume, sur sa volonté de poursuivre la diplomatie, de poursuivre le dialogue, y compris avec Vladimir Poutine, parce qu'il va falloir remettre la Russie à la table des négociations, parce qu'il faut sortir de cette guerre, il faut sortir de cette crise, et on en sortira non pas par les armes, mais par la diplomatie, le dialogue et la Mais désescalade. est-ce qu'elle n'apparaît pas compromise quand aujourd'hui on voit que la deuxième ville de l'Ukraine, Kharkiv, est sous les bombardements? Les Russes ont pris la ville de Kherson, le front progresse dans le nord, dans l'est, dans le sud du pays, et Kiev, la capitale, va bientôt voir arriver des chars russes. Est-ce que vraiment on peut se dire aujourd'hui, on peut croire Vladimir Poutine quand on espérait un cessez-le-feu? Mais l'alternative à la diplomatie, c'est quoi? C'est la guerre totale, c'est la guerre mondiale, c'est la guerre nucléaire. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de cette alternative qui serait dramatique. Donc effectivement, il faut continuer le dialogue. Il faut pousser la Russie à revenir à la table des négociations et à revenir à la raison. Et quand je dis la Russie, ce n'est pas seulement Vladimir Poutine, c'est le peuple russe, c'est l'opinion russe. Il faut qu'il y ait un accord. C'est pour ça que Marine Le Pen a souhaité que la France prenne l'initiative d'une grande réunion internationale qui mette les grandes puissances autour de la table, qui mette les pays frontaliers et l'Ukraine autour de la table pour trouver une solution. Mais il y a comment toujours on une discute solution à partir du dialogue et de la diplomatie. Mais comment on discute aujourd'hui avec un chef d'État qui ne souhaite pas s'arrêter tant que l'Ukraine n'est pas, selon ses mots, dénazifiée? Et vous savez, il faut discuter avec tout le monde, y compris avec des chefs d'État qui ne partagent pas nos valeurs et qui ne partagent pas finalement notre modèle démocratique. Il fallait discuter d'ailleurs, et on peut revenir sur les années qui ont précédé ce conflit, il fallait discuter plus intensément avec la Russie, il fallait aussi comprendre leur impératif de sécurité. Effectivement, Vladimir Poutine est l'agresseur, effectivement que la Russie est responsable. Pour autant, il y a eu des provocations de l'OTAN, pour autant il y a une volonté Mais quelle expansionniste. provocation? Mais il y a eu un accord, en fait, dans la diplomatie, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Parce que c'est très facile aujourd'hui de dire la Russie est responsable, elle doit être condamnée, elle a été condamnée. Vladimir Poutine, c'est très facile et finalement c'est trop facile de le traiter de nouvel Hitler sans comprendre pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'il y a eu un accord tacite qui a été passé entre l'Union soviétique et les États-Unis en 1991 sur le fait que l'OTAN, l'organisation atlantiste militaire, ne devait pas s'établir aux frontières de la Russie. Malheureusement, il y a eu une volonté des États-Unis, que ce soit en Géorgie, que ce soit aux États baltes, que ce soit en Ukraine. Mais est-ce que ce n'est de pas une développer excuse l'OTAN. aujourd'hui? Mais est-ce que ce n'est pas une excuse de Vladimir Poutine pour tout simplement étendre son territoire? Mais écoutez, que ce soit une excuse ou pas, il fallait, mais maintenant c'est trop tard, il fallait, je dirais, avoir une politique de compréhension et de ces Donc il faut impératifs-là. accepter ce que souhaite Vladimir Bien Poutine? sûr que non, il ne faut pas accepter aujourd'hui, on n'accepte pas l'invasion de l'Ukraine, on n'accepte pas aujourd'hui la violation de la souveraineté de l'Ukraine, on Mais est-ce n'accepte qu'on doit pas que accepter l'Ukraine ce soit qu'il bombardée. demande pour avoir un cessez-le-feu? C'est-à-dire la je dis- reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée, la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine et la garantie de son statut neutre. Est-ce qu'on doit accéder à certaines de Je ces dis demandes? qu'aujourd'hui, toute surenchère, dans un sens comme dans l'autre, finalement, nous entraîne dans un conflit de grande ampleur dans un conflit qui peut avoir des répercussions dans notre pays. Donc, effectivement, il faut retrouver une solution médiane. Ça passe par la diplomatie et ça passe par la compréhension et l'écoute aussi des attentes de la Russie sans diabolisation. Il n'y a pas besoin de surdiaboliser Vladimir Poutine, il s'est déjà diabolisé. Il a commis ce crime
d'envahir un pays souverain qui est l'Ukraine. Aujourd'hui, il faut l'arrêter. Et le préalable à toute négociation, c'est évidemment la sortie des troupes russes d'Ukraine. Et ensuite de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Mardi soir, Marine Le Pen a déclaré sur BFM TV que le président russe avait donc franchi la ligne rouge et qu'il n'était plus tout à fait le même qu'il y a 5 ans, donc quand elle l'avait rencontré au Kremlin. Pourtant, il y a 5 ans, Julien Audoul, en 2017, Vladimir Poutine avait déjà annexé la Crimée en 2014. Il avait également attaqué des zones séparatistes en Géorgie en 2008. Et dans son propre pays, en 2017, il évinçait son principal opposant, Alexei Navalny. En quoi ce n'était pas le même il y a 5 ans, Julien Audoul? Bah, vous savez, la Crimée, c'était très différent. Et la Crimée appartenait historiquement, culturellement, j'allais dire même charnellement, à la Russie. Et d'ailleurs, le référendum qui avait vu une adhésion massive au rétablissement, Mais il je n'y a dirais, pas que la Crimée. Vladimir Poutine avait déjà tronqué des élections, il avait déjà enfermé des opposants. Oui, mais vous savez, nous discutons, et la France, Emmanuel Macron discute avec des chefs d'État qui ne respectent pas nos valeurs, qui ne sont pas des grands démocrates. Nous discutons, par exemple, avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar. Pourtant, les homosexuels sont persécutés en Arabie Saoudite Mais et au aujourd'hui, vous Qatar. regrettez le fait que Marine Le Pen ait été admirative de Vladimir Poutine? Non, Marine Le Pen n'a jamais été admirative de Vladimir Poutine. Elle n'a jamais été, d'ailleurs, elle l'a jamais considéré comme son ami. Nicolas Sarkozy, par exemple, avait Oui, mais considéré, admirer, ça ne veut pas dire être ami. avait considéré Vladimir Poutine comme son ami. Emmanuel Macron a cherché à rétablir des liens, notamment en 2019, dans lequel il disait que la Russie était devenue incontournable. Je remarque que l'un des soutiens de M. Macron, qui est M. Chevènement, a été décoré des mains de Vladimir Poutine. Dernière question, Donc, vous voyez, Julien c'est Audoul, beaucoup pour plus revenir complexe que sur ça. la Russie. Est-ce que Vladimir Poutine, aujourd'hui, on peut dire que c'est un dictateur? Ça sert à quoi de le dire, en fait? Mais est-ce que c'en est un? Ça sert à quoi? Je pense que c'est un autocrate, je pense que c'est un dirigeant qui effectivement n'est pas un démocrate au sens où nous le voyons en Donc Occident. comment on peut l'appeler? Mais vous savez... Tronquer des non, mais, élections, non mais attendez, vous savez... Non, mais c'est très effacer facile. les opposants? Là, en fait, vous regardez ça avec le prisme français. La Russie, je vous le dis historiquement, ne sera jamais une démocratie à l'occidentale. C'est comme ça, c'est l'histoire. La Chine ne sera jamais une démocratie à l'occidentale. Pour autant, nous devons avoir des relations avec ces pays. Nous devons discuter Mais ce n'est pas une avec question ces de pays. relation. Ah mais bien sûr que si. Bien sûr que si. La diplomatie, ce sont des relations, qu'elles soient économiques, qu'elles soient stratégiques. Nous avons eu des relations avec la Russie, notamment parce que nous avons un ennemi commun qui est le fondamentalisme islamiste, parce que c'est un grand pays et il fallait jeter des ponts avec ce pays. Mais pour autant, tous les dirigeants de ce monde ne partagent pas notre modèle de société, ne partagent pas nos valeurs et nos principes démocratiques. Merci Julien Audoul. Merci Manon Blangis. Marine Le Pen a finalement obtenu ses 500 parrainages. 3 jours seulement avant la date limite, la présidente du Rassemblement national rejoint donc les 8 autres candidats dans la course. Mais il apparaît clair aujourd'hui que le parti est en perte de vitesse. Julien Audoul, vous revenez sur la campagne présidentielle avec Axel Rebaud. Bonjour Axel. Bonjour Raphaël Bardena, bonjour Julien Audoul. Bonjour. Est-ce que ça y est, c'est fini, Marine Le Pen, elle fait plus vendre comme avant? Si j'en crois les sondages, Marine Le Pen, elle rassemble beaucoup plus qu'avant. Elle est donnée au coude à coude au second tour de l'élection présidentielle avec Emmanuel Macron. Elle est entre 46 et 47%, soit dans la marge d'erreur. Elle est toujours qualifiée donc, pour ce second tour. Elle rassemble davantage et surtout, elle rassure. Elle rassure parce qu'elle arrive à convaincre sur son programme qu'elle est la candidate de l'alternative. Selon vous, elle rassemble, alors pourquoi est-ce que tout le monde est en train de quitter le navire au Rassemblement national? Les gens du Rassemblement, anciennement du Rassemblement national ne regardent pas les sondages selon vous? Tout le monde, c'est 10 élus. Voilà, il ne faut pas généraliser. On a 1000 élus au Rassemblement national. Il y a 10 élus qui sont partis pour tout un tas de raisons. C'est quand même soit des par mastodontes du opportunisme, RN. On parle de soit par Nicolas frustration. B, Stéphane Ravier, Gilbert Collin, même la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, a dit que visiblement elle ne soutiendrait pas sa tante. Alors Marion n'était plus au Rassemblement national. Elle ne l'était plus, mais c'était quand même un soutien historique du Rassemblement national. C'était un soutien historique il y a 5 ans, quand elle était députée du Front National de Vaucluse. Elle s'est détournée de la politique et puis elle n'avait pas soutenu le Rassemblement national au moment des européennes. Donc il n'y a pas de surprise. Après, vous savez, vous parlez de 10 élus. Moi, je vois la dynamique sur le terrain, je vois la dynamique des sondages et surtout, je vois la capacité de rassemblement qu'a Marine Le Pen qui n'a jamais été aussi importante. On a une chance historique.
les 10 et 24 avril, de changer le visage de ce pays, de mettre nos idées au pouvoir. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Alors, vous dites qu'on a encore 1000 élus, mais concrètement, dans les grands noms, dans ceux qui font vendre, ceux qui rassemblent du temps, il reste qui pour gouverner auprès de Marine Le Pen en cas de victoire? Vous savez, quand vous comparez avec les grands noms, entre guillemets, qui nous gouvernent sous Emmanuel Macron et notamment qui composent les ministères, franchement, il n'y a pas de quoi pavoiser. Enfin, c'est quand même assez inquiétant, à tous les niveaux d'ailleurs. Donc nous avons un certain nombre de cadres qui sont effectivement très compétents, qui sont des techniciens. Nous avons aussi des hauts fonctionnaires qui travaillent avec Marine Le Pen Vous depuis pensez à très qui longtemps. actuellement? Nous avons Thierry Mariani, par exemple, nous avons Jean-Paul Garot, dont Marine Le Pen a dit qu'il serait le prochain ministre de la Justice. Nous avons Sébastien Chenu, nous avons Jordan Bardella. Enfin, je veux dire, il y a énormément de talents au sein du Rassemblement national. Et puis surtout, nous avons des gens qui ne sont pas aujourd'hui en visibilité, qui travaillent avec Marine Le Pen, qui sont des hauts fonctionnaires de Bercy, du ministère de la Défense, Alors, qui Julien travailleront Audoul, avec elle quand elle sera au pouvoir. Vis-à-vis de ces noms qui sont partis, on les a évoqués. Qu'est-ce que vous pensez d'aujourd'hui? Est-ce que ce sont des traîtres? Est-ce qu'ils ont eu tort de partir? Est-ce que bon vent, vous leur dites? Ce sont des traîtres, oui, effectivement, puisqu'ils ont trahi la confiance à la fois de leurs électeurs et de Marine Le Pen, qui leur avait confié une investiture, des mandats et des indemnités. Ils trahissent le camp national, parce qu'ils le fragilisent effectivement. Mais pour autant, il faut bien dire que c'est dérisoire. C'est dérisoire parce que... Mais qu'est-ce que ça dit pour le Rassemblement national du fait que pendant autant d'années, le parti a quand même été entouré, en tout cas a compté parmi ses rangs. Donc vous dites des traîtres, des gens finalement sur qui on ne peut pas compter. Qu'est-ce que ça dit sur le reste? Mais vous savez, la trahison est vieille comme la politique. C'est vieux comme Périclès. Dans tous les mouvements, vous avez des gens qui, pour leurs intérêts, pour leurs égos, décident de passer d'un camp à un autre et décident de choisir un autre candidat. La trahison, elle est d'autant plus blessante parce que elle est faite quelques semaines avant le premier tour et qu'elle a fragilisé notamment notre campagne pour recueillir les 500 signatures de maires. Mais vous reconnaissez donc qu'il y a eu une forte perte de vitesse pour le Non, il n'y a pas de perte de vitesse. Il y a eu une volonté délibérée de fragiliser la candidature de Marine Le Pen. Parce que quand même, on est donc à mardi dernier, 503 parrainages tout juste pour Marine Le Pen. À la même époque, en 2017, elle était déjà à 627 parrainages. Oui, mais beaucoup de choses ont changé entre 2017 et 2022, notamment en 2017, la réforme des parrainages, notamment sur le fait qu'ils étaient publiés sur le site du Conseil constitutionnel, était très récente et donc les maires ne l'avaient pas encore intégrée. Donc les maires donnaient plus facilement leur signature. Là, ce que l'on a constaté en 2022, c'est que les maires étaient très réticents à donner leur parrainage. C'est la honte en fait de donner son parrainage en tant qu'élu à Marine Le Pen? Ah non, c'est pas la honte. Vous savez, d'autres candidats ont été dans cette situation. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, parce qu'ils subissent des pressions. Ils subissent des pressions. Pourquoi? Parce que les maires sont tenus aujourd'hui par les intercommunalités dont ils dépendent d'un point de vue politique et financier et budgétaire. Donc, pour leur commune, pour avoir un crédit, pour tel ou tel projet, pour une vice-présidence, ils ne voulaient pas prendre de risques parce que ce qui est réel, c'est qu'il y a des représailles politiques contre ceux qui parrainent Marine Le Pen ou d'autres candidats. Est-ce que Marine Le Pen aujourd'hui, elle n'est pas justement, comme on dirait, voilà, entre deux chaises, puisque entre son image qui est parfois compliquée pour certains élus à soutenir publiquement, et pourtant le fait qu'aujourd'hui, avec une certaine politique de dédiabolisation depuis pas mal d'années, aujourd'hui malheureusement, elle ne convainc plus certains des électeurs des plus extrêmes qui finalement choisissent de se tourner vers Éric Zemmour? Non, Marine Le Pen, elle a le bon ton et surtout elle a la bonne stratégie pour arriver au pouvoir. Arriver au pouvoir, ça nécessite quoi? C'est rassembler 50% des Français, plus une voix. Tout ce qui a été entrepris depuis des années en termes de professionnalisation, en termes d'implantation locale, en termes de travail sur le projet. On n'a jamais eu un projet aussi construit, aussi chiffré, aussi sérieux dans tous les domaines, du référendum sur l'immigration à la politique du grand âge, en passant par l'agriculture, on va y venir. Tous ces sujets-là ont été travaillés de manière extrêmement précise pour donner des clés et des solutions aux Français. Parce que ce qu'attendent les Français, c'est des solutions concrètes. Et ça, Marine Le Pen a bien compris que finalement, la posture d'incantation, la posture d'opposante et la posture de contestation n'apportaient rien. Aujourd'hui, il faut l'alternative et donc il faut mettre nos idées Julien au Audoul, pouvoir. aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est dans la construction d'un vrai projet. Bien sûr. Selon vous, Éric Zemmour, lui, n'est pas du tout dans cette construction. C'est que du vent pour vous? Je pense qu'Éric Zemmour est toujours dans une posture de polémiste. Je pense qu'il n'a déjà aucune chance de gagner l'élection présidentielle. Sa seule chance à lui, c'est peut-être d'empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour. Mais on voit bien sur le fond, dans tous ces passages médias, qu'il n'a pas travaillé les sujets. Alors soit il reprend les propositions de Marine Le Pen, que Marine Le Pen avance depuis des années, soit il est dans la facilité, soit dans l'outrance. Et c'est peut-être le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos idées sont arrivées au pouvoir dans l'opinion publique. C'est-à-dire que
Une majorité de Français considère qu'il y a un problème avec l'immigration. Une majorité de Français considère qu'il faut rétablir l'ordre et l'autorité en France. Pour autant, il faut le faire dans le rassemblement, il faut le faire dans l'apaisement et pas avec brutalité. Merci Julien Audeul. Merci Axel Rebaud. Hier, Marine Le Pen était en visite au Salon de l'Agriculture. On a pu la voir danser dans le pavillon des Antilles. Mais au-delà de la com, elle venait défendre ses propositions pour le monde agricole, surtout en temps de crise du blé. On voit ça avec vous, Bastien Cochet. Bonjour. Bardona. Bonjour Julien Audoul. Bonjour. Hier, Marine Le Pen a réclamé un quoi qu'il en coûte pour le monde agricole suite à la crise en Ukraine et en Russie, satisfait par l'annonce d'un plan de résilience économique et sociale d'Emmanuel Macron hier soir. Satisfait, je ne sais pas encore, on verra le détail. On est habitué au quoi qu'il en coûte du gouvernement. Évidemment que les agriculteurs, malheureusement, vont être impactés par cette crise, par la hausse des matières premières. C'est un vrai risque. Mais au-delà, finalement, de la seule crise en Ukraine, il y a tout un modèle économique à repenser. Mais alors, sur ce quoi qu'il en coûte, quelles sont les dispositions qu'il faudrait transposer au monde agricole pour pouvoir l'aider selon vous ? Les dispositions, elles sont claires. C'est déjà permettre le juste prix. C'est aussi sortir de ce modèle du libre-échange totalement fou qui a fragilisé nos agriculteurs depuis des années. Les traités de libre-échange qui finalement instaurent une concurrence déloyale en France avec des pays qui ne respectent pas nos normes sanitaires, environnementales et sociales. Mais alors, ça, enfin, vous êtes en train de nous expliquer le programme de Marine Le Pen pour l'élection. C'est la base. Oui, bien sûr. Mais plutôt sur les aides économiques. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on donne une allocation aux agriculteurs pour les aider ? Est-ce qu'on les aide financièrement ? À quelle hauteur ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour les redresser maintenant, tout de suite ? Vous savez, les agriculteurs, déjà, ils ont plusieurs demandes. Effectivement, il y a la hausse des matières premières. Ensuite, il y a la PAC. Ensuite, il y a la pression énergétique qui concerne tous les ménages, mais qui concerne aussi les agriculteurs. Plus que des chèques, parce que la politique du chèque, ça a été finalement la seule politique d'Emmanuel Macron depuis le début de la crise sanitaire. Ça a été des chèques à toutes les catégories, finalement, pour maintenir sous perfusion. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la place des chèques ? Quand je vous parle de changement de modèle économique, parce que c'est ce que demandent les agriculteurs, et c'est ce qui apporte une réponse tout de suite. Quand Marine Le Pen, par exemple, demande que dans les cantines françaises, il y ait 80% de produits français, ça, tout de suite, c'est de pouvoir d'achat pour les agriculteurs. Si on reste, par exemple, sur ces mesures d'urgence, avec la guerre en Ukraine, les prix du blé s'envolent, beaucoup de prix de matières premières augmentent. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir venir en aide à ces agriculteurs sans cramer la caisse, justement, sans faire des chèques, peut-être, avec des moyens vraiment très précis et très concrets ? Vous avez des moyens très concrets sur les taxes. La baisse des taxes, notamment sur les matières premières. Marine Le Pen l'a demandé très clairement sur les produits qu'elle souhaite qu'ils deviennent des produits de première nécessité. Le gaz, l'électricité, le fioul, les carburants. Un bouclier tarifaire comme le demande Valérie Pécresse ou un blocage des prix des matières premières ? C'est faire passer la TVA donc, sur ces produits énergétiques de 20% à 5,5%. Ce qui rendrait automatiquement à tous les ménages français, mais particulièrement aux agriculteurs qui en ont bien besoin, du pouvoir d'achat. Voilà. Alors comment on rééquilibre cette perte de TVA ? Parce que on va bien devoir remplir les trous de l'autre côté. C'est des priorités, des orientations et des économies. Mais alors, si l'agriculture c'est votre priorité, qui va être le parent pauvre ? Vous savez, il y a énormément de dépenses qui aujourd'hui ne sont pas indispensables, voire sont totalement gaspillées. Je pense effectivement à la fraude sociale. La fraude sociale, c'est entre 15 milliards d'euros et 45 milliards d'euros fourchette haute. Donc Marine Le Pen a établi un programme pour récupérer le minimum. Comme ça, on ne pourra pas nous faire le reproche de 15 milliards d'euros. Ensuite, vous avez le coût de l'immigration. Il faut bien le dire, qui nous coûte un pognon de dingue depuis des années. Donc, comme disaient les communistes, en fait, l'argent, il y en a. Il suffit juste d'aller le chercher et surtout de faire des économies dans des domaines aujourd'hui qui sont totalement farfelus, voire qui sont nocifs pour la politique nationale. Alors, vous parliez de sortir des traités de libre-échange. C'est la marotte de Marine Le Pen depuis plusieurs années. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on sort des traités de libre-échange pour encore peser commercialement ? Vous savez, les traités de libre-échange sont très récents.
dans l'histoire de notre pays. On n'a pas attendu. Mais est-ce que ce ne sera pas un peu se détacher aussi du reste de l'Europe, d'autres puissances agricoles très importantes? Ah non, vous savez, les traités de libre-échange, déjà, il faut exclure l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est d'une part la souveraineté, c'est d'autre part la santé, c'est de l'emploi et c'est de l'aménagement du territoire. Donc l'agriculture doit être sortie des traités de libre-échange. Quand vous voyez un traité comme le CETA avec le Canada, ce qu'il engendre à la fois comme misère, ce qu'il engendre à la fois comme dévastation de l'environnement, parce que les traités de libre-échange, il faut savoir qu'un seul supertanker qui part du Canada pour rallier le continent européen pollue autant que 1 million de véhicules. Donc quand on nous dit, notamment les Verts, voilà, qu'il faut condamner l'automobiliste qui prend son véhicule, qu'il faut condamner l'agriculteur parce qu'il pollue trop, Mais en alors, fait, la réelle pollution qu'est-ce qu'on fait? en France, On fait plus c'est les d'exportation, importations. on fait plus d'importation? Ah mais non, c'est pas la question. C'est qu'il faut exclure les produits qui aujourd'hui ne respectent pas nos normes. En fait, il faut que les règles soient les mêmes pour tous. Mais alors, on fait comment si les pays étrangers refusent de s'aligner avec nos normes et que c'est des produits qu'on ne peut pas forcément produire en France? Ah non, mais là, là, je vous parle des produits qu'on peut produire en France. Déjà, il y a un effort à faire en termes de Donc, relocalisation. pour tout ce qu'on ne peut pas produire en France, on laisse la porte ouverte et tout le monde fait ce qu'il veut. C'est pas la porte ouverte. Tout ce qu'on ne peut pas produire en France, il faut qu'il y ait une négociation, il faut qu'il y ait un bras de fer, il faut être pragmatique. Effectivement, je pense que demain, on ne va pas cultiver des avocats en France. Effectivement. Pour autant, on peut restreindre la consommation et pour autant, on peut favoriser des productions locales et particulièrement, j'insiste, dans les cantines françaises pour rééduquer nos enfants au bon goût, au bon produit Oui, de notre Marine Le terroir. Pen veut 80% de produits français dans les cantines françaises. Elle veut aussi qu'on importe qu'on importe le moins possible. Comment faire également? On parlait des prix minimums pour les matières premières, fixer des prix minimums. Comment faire si eh bien, personne ne veut acheter, si les prix sont trop hauts, si on ne s'aligne pas forcément au marché? Comment on fait? Bon, déjà, il faut rappeler que en matière agricole, le travail de nos agriculteurs a un prix. Bien sûr, Ce travail, il a un prix. mais il est aussi, La qualité, elle a un prix. il est aussi à la merci du Bien marché international si on veut vendre les... Et de la grande distribution. Et de la grande Et de la grande distribution. distribution. Il faut peser sur la grande distribution pour qu'il y ait un juste prix aux producteurs. Ça, c'est indispensable et c'est la politique que souhaite mettre en œuvre Marine Le Pen. Mais Pour- si les prix s'effondrent, on s'aligne? Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais si les prix s'effondrent, vous savez qu'on a des moyens, on a des boucliers qu'on peut actionner au niveau national pour permettre à la fois que les prix restent décents, à la fois pour le consommateur et à la fois pour le producteur. C'est le rôle aussi de l'État stratège, en fait. C'est que pour chaque production, il y a un juste prix, que nos consommateurs puissent avoir des produits de qualité, non pas à des prix qui sont extrêmement onéreux, et que le producteur puisse être maintenu Vous parlez à un de juste produits de prix. qualité. Dernière question, Julien Odoul. Une des propositions de Marine Le Pen, c'est de ne pas interdire les pesticides s'il n'y a pas de solution économiquement viable à côté. Qu'est-ce que ça veut dire économiquement viable? C'est-à-dire que si on n'utilise pas de pesticides et qu'il n'y a pas autant de rendement, on abandonne, on ne fait pas autrement? Bah, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sacrifier la défense de la planète, finalement, sur l'autel d'une moins bonne agriculture. Parce que Mais l'agriculture... est-ce qu'on risque de ne rien faire finalement? Non, 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 Parce que ce n'est pas rien faire, c'est trouver le juste milieu. C'est-à-dire qu'on a une politique aujourd'hui qui est aussi mise en œuvre par la Commission européenne, il faut bien le dire, qui cherche à normer, qui cherche à sanctionner et qui cherche à toujours mettre des critères environnementaux qui pénalisent, il faut bien le dire, nos agriculteurs. rapidement, Il faut Bastien qu'il y ait un juste milieu. Mais du coup, on fera comment? Très concrètement, il y aura une jauge. On se dit, s'il y a moins de 75% du rendement précédent, on abandonne? Il faut que ce soit déjà évalué au cas par cas. Là, pour le coup, il n'y a pas de généralisation possible. Et il faut voir véritablement qu'est-ce qui est pérenne, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui est véritablement la ligne rouge en matière de défense de l'environnement et la ligne rouge en matière de défense de l'emploi et des exploitations. Merci Julien Odoul. Merci à vous. Merci Bastien Cochet. « 2022 l'invité, épisode 6, c'est déjà terminé. Merci Julien Odoul d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Rassemblement national. 2022 l'invité revient demain à 9h30 où Aurore Berger, députée La République En Marche de la 10e circonscription des Yvelines, sera avec nous. Restez avec nous justement, dans à peine quelques secondes, c'est À Travers Champs.